Bonjour Xavier Poussard et bienvenue dans cette matinale de géopolitique profonde. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Alors, également problème de son de mon côté, décidément ce matin, puisque je viens d'emménager dans un nouveau studio qui n'est pas encore meublé. Donc, par définition, sur le genre de format qu'on opère, il y a un écho. Alors, est-ce que tu ressens cet écho significatif? Oui. Alors moi, je le ressens, je ne sais pas les auditeurs qui ont l'oreille sensible et qui trouvaient déjà que la revue de presse ne convenait pas par rapport au son, il était haché, même si je ne suis pas persuadé que c'était un problème de son et que, à mon avis, c'était plutôt parce que j'ai pas fait vraiment de réglage. Donc, il y avait un problème de YouTube, à mon avis, YouTube. Mais je ne sais pas pour là, en tout cas, oui, j'entends un écho. Ben écoute, de toute façon, on va faire avec, on va pas avoir le choix. Hein. Je suis collé au mur. Ça se voit, non, je rigole. Voilà, je suis collé au mur pour éviter justement cet effet d'écho. Bon, écoutez, on bricole ce matin. Et puis, Voilà. de au moins faire passer quelques messages par rapport à la riche actualité. Plusieurs personnes nous disent que ça va, que ça passe, même si en effet il y a un écho. Voilà. Très belle réverbération, merci pour l'écho. Bon, on va être obligé de faire avec. Non, Xavier Poussard n'est pas dans une caverne, contrairement à ce qui peut être dit sur le chat. Bien. Xavier Poussard, il n'y a pas eu ce problème de son, en tous les cas, semble-t-il, sur BFM ce week-end, Ligne Rouge, un reportage sur l'affaire Brigitte, sur le procès en cours depuis hier au tribunal correctionnel de Paris, mais où l'on vous a aperçu, justement, vous avez fait partie de ceux qui ont été interviewés. Est-ce que vous avez, mon cher Xavier, des commentaires à faire sur l'ensemble de de ce reportage de BFM qui passe et est passé encore hier soir, je crois d'ailleurs, à la télévision? C'est intéressant parce qu'en fait, l'affaire Brigitte se situe aussi sur le point de bascule et sur le changement de paradigme au niveau de ce qu'on peut faire au niveau des médias. C'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire, disons, les médias alternatifs ou indépendants peuvent concurrencer en termes d'audience et de promotion les médias traditionnels que j'appelle presse oligarchique subventionnée. Donc BFM, le groupe RMC BFM, une sorte de synthèse. Donc en fait, moi je sors un livre qui est en auto-édition. Savoir qu'en auto-édition, quand vous êtes auto-édité, vous percevez 50% de droits d'auteur. Alors que quand vous êtes dans le circuit d'édition classique, vous êtes entre 8 et 15% de droits d'auteur. Mais le circuit d'édition classique vous offre l'accès aux médias oligarchiques subventionnés, ce qui fait que vous vendez. Vous êtes à 8 ou 15% de droits d'auteur, mais vous avez droit aux médias et vous avez donc le droit de vendre. Or, aujourd'hui, l'auto-édition, malgré l'auto-édition, je suis passé chez Candace Owens, je passe dans la matinale de GPTV, je passe chez Toxin, j'ai mon compte X et je peux faire ma promotion avec un impact et une efficacité qui fait plus que rivaliser avec les médias traditionnels. Hein, si je fais 2 millions chez Candace Owens, 900 000 chez Idriss Aberkan, 450 000 sur GPTV ou 500 000 sur Toxin, je fais des audiences qui sont bien supérieures à BFM TV, etc. Puisque sur ces tranches-là, BFM TV doit être entre 200 et 300 000 et la version sur YouTube dépasse difficilement les 100 000. Donc en fait, je pourrais très bien me passer de BFM TV, mais j'ai fait le choix, par définition, de répondre aux médias traditionnels dans le cadre de cette promotion. Alors, répondre aux médias traditionnels, c'est aussi comprendre ce que peu de gens comprennent, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans un système qui s'appelle le système médiatico-judiciaire. C'est-à-dire que le système, c'est l'imbrication du médiatique et du judiciaire. Je prends un exemple tout simple, la condamnation de Nicolas Sarkozy. Alors, est-ce que Sarkozy mérite d'aller en prison? Est-ce que Nicolas Sarkozy mérite d'aller en enfer? Ça, c'est des débats qui relèvent de la justice divine. Mais d'un point de vue de la justice des hommes, il est condamné sur la base d'un document de Mediapart dont la justice reconnaît qu'il est un faux. C'est-à-dire que le système médiatico-judiciaire peut faire condamner un ancien président de la République
à partir d'un document dont il est reconnu qu'il est un faux. Alors qu'il est évident que bon, moi, j'ai une enquête, tous les documents sont authentiques, toute l'analyse est indiscutable, mais je ne peux pas faire bouger les lignes puisque je suis en dehors de ce système-là. Il faut bien voir que Fabrice Arfi, donc il est avec son faux document de Mediapart, Nicolas Sarkozy est condamné, Fabrice Arfi est reçu avec tous les honneurs dans tous les médias. Alors que moi, j'ai que des documents qui sont authentiques, une analyse qui est indiscutable, et je suis qualifié de fake news partout. Pourquoi? Parce que c'est une fake news, mais parce que je suis en dehors du circuit. D'ailleurs, dans le sujet de BFM TV, on voit Anton Rouget, qui est en fait le fils spirituel de Plenel et de Fabrice Arfi, qui est de ma génération et qui avait été contacté par Natacha Ray et qui n'a pas pris l'histoire de Natacha Ray, qui n'y a accordé aucun intérêt. Pourquoi? Parce que Natacha Ray est un peu borderline, etc. Et puis que dans son circuit médiatico-judiciaire, il est habitué à traiter des affaires. C'est le fameux, quand vous lisez Mediapart, selon une source proche du dossier. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, une information ne peut venir que du commissaire divisionnaire ou du juge d'instruction. C'est la fameuse source proche du dossier. Mais Natacha Ray, c'est pas une source proche du dossier. C'est journalisme citoyen. C'est ce que devrait être la presse. C'est-à-dire une information, pourquoi pas, qui remonte de la base avec ses imperfections. Et le travail du journaliste, c'est justement d'approfondir, d'enquêter, de voir s'il y a un sujet. C'est-à-dire ce que j'ai fait. C'est comme ça que c'est vendu. Voilà. Donc, en fait, je suis pas obligé de répondre à BFM TV, puisqu'en fait, j'en ai pas besoin pour ma promotion. D'ailleurs, j'ai regardé la courbe des ventes. Ça n'a absolument aucune incidence sur la courbe des ventes. C'est-à-dire que je vends 0 exemplaire, parce que de toute façon, personne regarde BFM. Ceux qui regardent BFM, c'est pour le plaisir de gueuler contre Macron. Et voilà. Donc, en fait, j'ai contrefilmé. J'ai quand même fait au bout à bout, j'ai quand même, bon, avec Emmanuel Anison du Nouvel Observateur, qui a couvert l'affaire depuis le début. C'est un cas à part, mais j'ai quand même, là, dans le cadre de Devenir Brigitte, répondu à France Inter, j'ai répondu au Monde et j'ai répondu à BFM TV. Donc, je peux pas faire tellement plus. C'est-à-dire que je fais le numéro 1 en termes de presse écrite, et puis numéro 1 en termes de radio France Inter, et numéro 1 en termes de télé. Donc, sur le cartel de la presse, soit d'État, pour ce qui est France Inter, soit oligarchique subventionné, ça a des niels, etc. Je ne peux pas faire plus. Alors, ce qui est intéressant, c'est bon, BFM, c'est vraiment Macron. C'est-à-dire qu'en fait, eux, c'est les seuls qui récitent le narratif, ce que j'appellerais le narratif du pont Moretti. Il faut savoir que les Macron ont fait appel à un cabinet de barbouzes américaines pour faire une enquête sur Candace Owens, parce qu'en fait, il faut prouver que Candace Owens s'est exprimée dans le cadre de ce qu'on appelle l'actuelle malice. L'actuelle malice, ça veut dire qu'elle savait que ce qu'elle disait était faux. Et donc, en fait, il faut prouver qu'elle savait que ce qu'elle disait était faux et qu'elle le faisait en conscience parce qu'elle participe d'un complot politique mondial. Et donc, en fait, ce cabinet de barbouzes, ce sont des anciens du FBI, qui ont quitté le FBI à la suite de l'arrivée de Donald Trump, du retour de Donald Trump au pouvoir, tout ça a été montré dans une enquête remarquable de Off Investigation, ce qui en plus pose des problèmes en termes de sécurité nationale, puisque tout ça dans le cadre de ce qu'on appelle le Cloud Act fait que les Américains ont du coup accès à des données relatives au président de la République française, en tout cas des données, disons, des données auxquelles ils n'avaient pas accès, puisque je rappelle qu'il y a quand même l'histoire du dossier Trump qui est en toile de fond de cette affaire, et l'appel à ce cabinet qui s'appelle Nardello & Co a donné lieu à une sorte de révolte dans les services de renseignement français, puisque dans l'écosystème, dans le monde du renseignement français, on a ce genre de cabinet, ça s'appelle la DIT, ESL Network et d'autres. Donc en fait, les Macron auraient dû faire appel à un sous-traitant local. Or, c'est un peu comme Sarkozy qui avait le t-shirt NYPD. On a un NYPD, lui, Macron, il n'est pas NY. Enfin bon, bref, on est passé dans des dirigeants qui sont complètement ploucs. Et pour eux, en fait, ils sont dans le rêve américain qui est en train de s'effondrer en plus. Donc, ils ont fait appel à ce cabinet. Et ce cabinet a construit un narratif d'un complot mondial dans lequel, en fait, moi, je serais lié à ce qu'ils appellent la GUD connexion. Et la GUD connexion serait liée à Marine Le Pen.
Et ensuite, Marine Le Pen étant la tante de Marion Maréchal qui avait organisé la convention de la droite à laquelle avait participé Candace Owens, et Candace Owens étant liée sur X avec Alexandre Douguin. Bref, enfin en tout cas, et participant au pèlerinage de Chartres, enfin il y aurait un complot mêlant Trump, Poutine, contre Macron, c'est-à-dire en fait l'international réactionnaire, et tout ça passerait par les réseaux catholiques français du pèlerinage de Chartres. C'est un récit Bien sûr. délirant et en fait qui ne repose sur le fait que Candace Owens est amie sur X, enfin suit sur X Alexandre Douguin, si vous voulez. Donc en fait, aucun journaliste ne peut gober ça. D'ailleurs, France Inter n'a pas pris ce narratif et a fait un article plutôt factuel. D'ailleurs, en fait, j'ai contre-enregistré à chaque fois les interviews, ce qui fait qu'en fait, France Inter comme BFM TV ont diffusé très peu de moi, puisqu'en fait, ils savaient que je suis en situation de produire sur Internet la totalité de l'interview, et s'il y a de trop grosses manipulations, je peux produire. Cela dit, sur BFM, ils gardent 3 interventions. Sur les 3 interventions, ils me font dire le contraire. C'est-à-dire que, tout simplement, ils me font dire que, grosso modo, j'ai relayé Natacha Arey en sachant que c'était faux, alors que c'est pas du tout ce que je dis. Je dis, elle a une thèse, elle est placée en garde à vue pour avoir présenté sa thèse à un membre par alliance de la famille de Brigitte Macron. Donc, factuellement, une femme qui a une thèse sur Brigitte Macron est placée en garde à vue. Donc ça, journalistiquement, c'est relayable. Mais en fait, il coupe au milieu, ce qui fait que ça donne l'impression que j'ai relayé un truc en sachant que c'était faux, quoi. Ensuite, sur la chronologie, je dis, on reçoit des appels des États-Unis, mais après la cérémonie d'ouverture des JO, et non pas en mars 2024. Enfin, il y a aucun souci de la vérité. C'est-à-dire que c'est de ça que les médias mainstream sont en train de crever, c'est qu'il n'y a aucun souci de la vérité, mais même à l'encontre des Macron, puisque même envers les Macron, puisqu'en fait, ce sujet, le BFM, a été teasé par un extrait, laissant penser que dans le registre des impôts en France, Brigitte Macron s'appelait Jean-Michel. Et cet extrait a fait des dizaines de millions de vues à travers le monde, laissant entendre, tout ont bu, que dans le registre de Bercy, Brigitte Macron s'appelait Jean-Michel. Donc en fait, c'est une fake news que j'aurais jamais osé faire, parce qu'en fait, c'est un réchauffé d'une brève du Canard enchaîné. Tout à fait. Sur 2 Corses, et puis il y a sans doute un mec à Bercy qui a voulu s'amuser. Enfin voilà, mais c'est comme ça que ça a été perçu dans le monde. D'ailleurs, il y a des tas de brèves partout dans le monde. Dans le fichier des impôts en France, Brigitte s'appelle Jean-Michel. Donc c'est pour ça que je dis, les médias mainstream vont crever de n'avoir aucun souci, enfin vraiment aucune, même pas le minimum, quoi. Donc en fait, même vis-à-vis des Macron, c'est pas honnête. Alors il y a quand même des choses intéressantes puisqu'ils interviewent la biographe officielle de Brigitte Macron qui s'appelle Sylvie Baumel et qui elle raconte quand même face caméra qu'un patron d'une entreprise cotée, donc une entreprise du CAC 40, lui a certifié mordicus que Brigitte Macron s'appelait Jean-Michel Trogneux, quoi. Donc en fait, ce qu'on appelle le Chinelle, mais moi j'ai des tas d'échos, moi je fais pas beaucoup de off, mais j'ai des tas d'échos qui vont dans le même sens. Donc en fait, c'est ce qu'on est arrivé de ce qu'on appelle le secret de Polichinelle. Donc le sujet est assez vachard, sachant qu'en fait, par exemple, mon livre, alors il y a ce qui est dit, il y a le non dit, c'est-à-dire qu'il y a comment on appelle ça, le subconscient, quoi. C'est-à-dire que par exemple, tout est fléché pour acheter mon livre. C'est-à-dire qu'on voit le type qui tape sur Google devenir Brigitte, qui rentre sur Amazon et qui achète le livre. Donc en fait, c'est quand même de la publicité, mais enfin, c'est quand même très malhonnête puisqu'on vend aux téléspectateurs une interview de Tristan Bromet, exclusive de Tristan Bromet, le directeur de cabinet de Brigitte Macron, et de Xavier Poussard, et à la fin, le téléspectateur se tape 45 minutes de Tristan Mendès France et de Thomas Huchon, quoi. Donc voilà, ça c'était pour BFM. Donc j'ai quand même fait le pari de répondre aux médias mainstream, même si je sais qu'il n'y a aucune chance, en fait, que mon dossier, enfin, il y a très peu de chances mais c'est pour ça que, même si c'est infinitésimal, ça vaut quand même le coup d'essayer. Mais la chance que mon dossier comporte et que les citoyens français portent, puisqu'il y a énormément un engouement populaire, effectivement, sur les réseaux sociaux et au niveau mondial à travers Candace Owens, puisque même le BFM reconnaît qu'en fait, on n'a jamais vu ça en termes de buzz.
Donc, ça veut dire qu'il y a un intérêt mondial pour l'affaire. Tout le monde se pose des questions, des dirigeants du CAC 40 jusqu'aux citoyens les plus ordinaires qui aujourd'hui sont jugés pour soi-disant cyberharcèlement. Donc en fait, tout le monde est au courant, mais c'est pas dans le circuit médiatico-judiciaire. Donc, ça doit être traité sous l'angle de la fake news. Alors, quand même, Le Monde ne prend pas le narratif de l'Élysée du complot international de l'international réactionnaire. France Inter ne le prend pas, et BFM, qui est quand même le plus lié à la Macronie, le prend, mais en mode Prévert, c'est-à-dire ils disent oui avec la tête, ils disent non avec le cœur, et on voit au montage tous les effets enfin, on comprend ce que le journaliste a voulu faire, tout ça intervenant dans un contexte où en fait les médias ont enfin, puisque je parle du médiatico-judiciaire, les médias ont besoin du judiciaire pour pouvoir aborder l'affaire et utilisent l'occasion du fameux procès pour cyberharcèlement qui s'est ouvert hier après-midi, judiciaire de Paris. Alors Nicolas, on m'entend bien au niveau du... Oui, ça va à peu près. On a eu des problèmes de micro-coupure durant la revue de presse qui étaient liés à YouTube et pas à mon micro. On a fait les vérifications. Mais ça va maintenant, il n'y a plus de problème. On a un petit léger problème d'écho, mais ça va, c'est tout à fait acceptable. Et de toute façon, on n'aura pas le choix, on va continuer comme ça. Voilà. Donc, on peut... Est-ce que vous vouliez encore dire quelque chose, Xavier, sur ce reportage BFM avant d'en arriver au sujet du procès justement qui se déroule au tribunal correctionnel de Paris? Il y a deux choses que je veux dire sur BFM, c'est-à-dire que les médias mainstream sont dépassés par des médias indépendants et en plus ils sont dépassés parce qu'ils mentent. C'est-à-dire que par exemple, je vais dire quelque chose de très simple. C'est-à-dire que le type annonce, vous allez voir Xavier Poussard, c'est la première fois qu'il répond à une interview. Le type, il s'est mis devant BFM parce que le type, il a suivi Candace Owens parce que tout le monde l'a suivi. Il est allé sur X, il a vu des bouts d'interview, il dit mais c'est quoi ce truc? C'est pas la première fois que le mec répond à une interview. Moi, si vous voulez, le mensonge est tellement énorme que si vous voulez, et puis même dans l'histoire des impôts de Macron, c'est-à-dire que même envers les Macron, c'est-à-dire que ça peut se retourner contre eux, c'est-à-dire qu'en fait, on est face à un régime dont la propagande n'est plus que la publicité des propres scandales qu'il génère. Donc, si vous voulez, quand un régime a pour propagande la publicité des propres scandales qu'il génère, c'est qu'on est au bout, c'est que c'est bientôt fini. Donc voilà, c'est juste ce que ça dit simplement le reportage de BFM TV. Bon voilà, ça n'a absolument aucun intérêt, mais c'est quand même intéressant puisque le journaliste est pas dupe. Les journalistes, moi je le rencontre, il est pas dupe. Et en fait, il a fait déjà un premier sujet sur Brigitte Macron en 2019, qui s'appelait Brigitte Macron l'influente. Donc au moment où on médiatisait Brigitte pour expliquer qu'elle était géniale, et le type avait été envoyé à Amiens pour recueillir des photos de jeunesse et des témoignages, il était revenu bredouille. Et bon, quand on rentre en contact, il me dit simplement, bah tu vois, moi c'est moi qui avais fait Brigitte Macron l'influente, puisque le sujet est cité dans Devenir Brigitte. Il me dit, c'est vrai que j'étais revenu sidéré. C'était la première fois que j'allais sur un sujet où je devais revenir avec 3 photos de jeunesse de Brigitte Macron et de témoignages. Alors, il était parti à Amiens et le type, il était revenu bredouille et s'était senti con. Donc voilà, donc en fait, il est pas dupe. On voit bien la biographe officielle qui raconte son histoire de patron du CAC 40, qui lui dit que tout le monde sait que Brigitte est un homme. Donc bon, on voit que c'est plus subtil, mais bon, globalement, c'est quand même assez insignifiant. Et donc tout ça nous mène à ce procès qui est un procès assez bâtard. Je vais m'expliquer. En fait, il y a plusieurs phases dans la médiatisation parce qu'en fait, ce qu'ils appellent cyberharcèlement, en fait, c'est simplement la question, c'est comment, sans faire partie, en étant hors piste, c'est du hors piste, par rapport au ski, je dirais que c'est du hors piste, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès au médiatico-judiciaire. Donc, comment on fait du médiatico-judiciaire en étant hors piste? C'est-à-dire comment on arrive à imposer un sujet dans le débat public sans avoir la carte de membre, sans avoir on peut pas rentrer en fait dans le club. Mais comment on fait pour se retrouver sur la piste?
Donc, en fait, il faut être un peu pirate. C'est ce qu'ils appellent aujourd'hui cyberharcèlement. Donc là, il y a première étape de médiatisation que je vais appeler l'étape Natacha Ray qui court sur 2021-2022. Et puis ensuite, moi, je vais avancer dans l'enquête, parce qu'il y a quand même une vraie enquête derrière, et je vais récupérer des photos de jeunesse de Brigitte Trogneux et des photos de jeunesse de Jean-Michel Trogneux. Et là, pour médiatiser plus largement, je vais m'appuyer en partie sur le compte Zoé Sagan, qui lui, de son côté, a envie de parler de cette affaire. Pas de coordination spéciale. Simplement, un compte qui fait de la presse satirique, et puis moi qui fais de la presse d'investigation, ça s'appelle le Canard enchaîné. Vous avez un article d'investigation avec un dessin satirique. Il y a pas, sauf que c'est adapté aux réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, à l'époque, je vends ma lettre, ou aujourd'hui mon livre, qui est une enquête d'investigation, et puis des gens ont envie, sous forme de texte ou de caricature, de faire de l'humour à partir des conclusions de cette enquête. C'est ce qu'on appelle la presse d'investigation, presse satirique. Pas de cyberharcèlement, sauf qu'on n'est pas dans le circuit médiatico-judiciaire, donc ça va être qualifié de cyberharcèlement en tordant une loi qui avait été faite pour protéger les mineurs. Donc, je reviens au niveau de la chronologie, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc, à cette époque-là, disons que le dossier est porté essentiellement par Zoé Sagan et par moi, et on est en décembre 2023. Donc, on publie des premières photos de l'enfance de Jean-Michel Trogneux, donc de Brigitte Macron, en décembre 2023, janvier 2024, février 2024. Là, ça monte, le buzz au niveau français. Ça buzz au niveau français sur X. Et à ce moment-là, Macron va aller devant les caméras de TF1 et dire « c'est mon pire souvenir de président de la République ». Ceux qui disent que ma femme est un homme, les fadas, etc. Et un président, c'est vraiment ce qui avait été attribué à Hollande. C'est-à-dire un président ne devrait pas dire ça. Dès lors qu'un président de la République dit « ceux qui disent que ma femme est un homme, c'est mon pire souvenir de président de la République », sur TF1, il y a une dépêche de l'AFP, et cette dépêche de l'AFP est reprise partout dans le monde, et Candace Owens va parler pour la première fois de l'affaire. Et donc là, l'Élysée met en place une stratégie de répression. D'accord ? Ça a été documenté par Le Monde, en passant par le directeur de cabinet de la présidence de la République, qui s'appelle Patrice Faure. Et cette stratégie est très simple. Elle vise à accélérer l'agenda judiciaire sur Natacha Ray, puisque Natacha Ray est poursuivie pour diffamation, non pas pour avoir affirmé que Brigitte Macron était un homme, mais pour avoir suspecté que les documents avaient été falsifiés. Donc, en fait, elle est poursuivie pour diffamation par Brigitte Macron pour avoir expliqué que Brigitte et Jean-Michel Trogneux avaient falsifié des documents d'état civil. Donc, en fait, on joue sur le truc, puisque ça, c'est le judiciaire, mais médiatiquement, ça donne accusation, Brigitte Macron est un homme, une femme poursuivie pour diffamation. Donc, ce procès était prévu pour mars 2025. Or, l'Élysée obtient au tribunal judiciaire de Paris que ce procès soit avancé en juin 2024. Donc, en fait, l'idée, c'est d'obtenir une condamnation le plus rapidement possible. Donc, ça, c'est la première stratégie. Elle vise Natacha Ray. La deuxième stratégie, c'est d'obtenir la fermeture du compte Zoé Sagan. Donc, ils attendent une erreur de Zoé Sagan. Or, Zoé Sagan va sur les conseils de son avocat bien-aimé et protecteur, M. Juan Branco, publier les dick pics de Bruno Jeudi. Alors là, c'est sûr que si Musk ou pas Elon Musk, si vous commencez à publier des dick pics d'individus contre leur gré sur les réseaux sociaux, votre compte est fermé. Donc, l'Élysée a eu en juillet l'occasion de fermer le compte Zoé Sagan. Donc, juin, vous avez le procès de Natacha Ray. Juillet, fermeture du compte Zoé Sagan. Et puis, une pression qui s'exerce sur l'actionnaire majoritaire de Faits et Documents pour que je sois débarqué de Faits et Documents. Oui. Donc, ce qui va arriver début octobre 2024. Entre-temps, Natacha Ray a été condamnée en septembre 2024. Et un courrier a été envoyé à Candace Owens. C'est le courrier que Candace Owens reçoit en janvier 2025, lui demandant de supprimer ses vidéos où elle parle, ses premières vidéos où elle parle de l'affaire. Le calcul étant qu'à ce moment-là, quand Candace Owens, elle se retourne, il n'y a plus Xavier Poussard à Faits et Documents, il n'y a plus de compte Zoé Sagan, et Natacha Ray a été condamnée. Et donc, elle a l'esprit de sacrifice, Candace Owens, mais dans cette configuration-là, elle aurait supprimé ses vidéos. C'est-à-dire, Faits et Documents, il n'y a plus personne qui répond, c'est quelqu'un d'autre. Zoé Sagan, il n'y a plus personne, et puis Natacha Ray a été condamnée.
Donc, elle aurait supprimé ces vidéos de toute façon, je dirais presque sans que le public s'en aperçoive. Et entre-temps, avait été fait la rafle du cyberharcèlement et aujourd'hui, ce procès aurait lieu alors qu'on n'aurait plus entendu parler, parce que c'était ça la stratégie, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus entendu parler de l'affaire depuis septembre 2024. Hein. Entre-temps, Natacha est condamnée, Xavier Poussard débarqué, Zoé Sagan fermée, donc on n'a plus entendu parler de l'affaire depuis 1 an et demi, et là arrive le procès pour cyberharcèlement. Vous vous souvenez, l'histoire Brigitte Macron et un homme, la femme a été condamnée, et pourtant ils savaient que c'était faux, etc., et ils ont quand même relayé, et un procès pour l'exemple, et ont fermé le dossier. Sauf que ça s'est pas passé du tout comme ça. C'est-à-dire que ça s'est passé que moi j'ai pris le dossier, je suis parti aux États-Unis, on a fait Becoming Brigitte avec Candace Owens, et donc l'affaire aujourd'hui, c'est un livre qui s'appelle Devenir Brigitte, et une série transformée sous la forme audiovisuelle par Candace Owens. Et donc en fait, ce procès du cyberharcèlement, il tombe complètement à l'eau. Il tombe complètement à l'eau. Hein, ça devait être la cerise sur le gâteau, mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de gâteau. Donc, en fait, personne ne comprend pourquoi il y a ce procès. C'est-à-dire, pourquoi il n'y a pas de procès en diffamation contre Xavier Poussard? Est-ce que la plainte contre Candace Owens, les Macron ont une seule chance de la gagner? Je veux dire, il n'y a qu'en France, il n'y a que sur BFM où Brigitte Macron a une chance de gagner le procès américain. Parce que il suffit de lire la presse américaine, il y a deux choses qui sont très simples. Vous avez le principe de first source. Ça veut dire pourquoi le livre de Xavier Poussard, ça fait 3 mois. Il y a un délai de 3 mois sur la diffamation. Maître Couza l'a rappelé sur votre plateau l'autre jour, il y a un délai de 3 mois, c'est très simple. C'est ça. S'il y a une diffamation, il y a une diffamation, on fait un procès, et puis ensuite on voit. C'est-à-dire qu'être poursuivi pour diffamation, ça ne veut pas dire qu'il y avait diffamation, ensuite il y a la justice. Donc voilà, mais là il n'y a rien. Donc en fait, vous avez un first source qui n'a pas été poursuivi pour diffamation. Et ensuite, vous avez le principe d'actuelle malice. Et actuelle malice, ça veut dire ce qu'elle dit, elle savait que c'était faux. Et ensuite, alors, pour mettre un peu pour poursuivre dans la communication, ils expliquent qu'il va y avoir des preuves scientifiques qui vont être données en expliquant ça sur la BBC, parce que la BBC, il faut savoir que Candace Owens s'est mariée à un lord anglais, et ça permet de faire pression sur la belle famille de Candace Owens, etc. Donc en fait, vous avez ce procès donc pour cyberharcèlement qui en plus pose d'énormes questions. C'est-à-dire que s'il était passé inaperçu et qu'il y avait eu deux lignes dans la presse, voilà, vous voyez que c'était faux, la femme a été condamnée et les cyberharceleurs sont condamnés. Mais aujourd'hui, c'est pas ça du tout. Aujourd'hui, on voit bien que ce procès, il arrive à un moment donné où en fait, c'est sorti dans la presse que cette procédure avait été pilotée par Patrice Faure. Or, c'est Brigitte Macron qui n'est pas première dame, puisque le statut de première dame n'existe pas en France. C'est ça. Donc, il n'y a pas de première dame. Donc, c'est un citoyen ordinaire, Brigitte Macron, pour lequel personne n'a jamais voté. Elle est au-dessus des lois. Et donc, dès lors que Le Monde nous explique que c'est Patrice Faure, directeur de cabinet de la présidence de la République, qui a piloté les poursuites de Brigitte Macron, c'est-à-dire que l'Élysée, la présidence de la République, est intervenue sur une affaire d'ordre privé. Donc, en fait, vous avez un empiètement manifeste dans le cadre d'un abus de pouvoir de l'exécutif sur le judiciaire. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, vous avez un deuxième point qui est que Brigitte Macron a refusé l'expertise psychiatrique. Parce que quand vous portez plainte pour cyberharcèlement, vous devez prouver que votre santé mentale a été altérée. Elle a refusé l'expertise psychiatrique. Je mets cet argument-là de côté, puisque c'est relativement de mauvaise foi. Il est évident que la médiatisation de l'affaire Trogneux ne lui fait pas plaisir. Bon, voilà. Ensuite, vous avez la loi SCIAPA. C'est-à-dire que vous avez, en droit, vous avez la loi et vous avez l'esprit de la loi. Or, l'esprit de la loi, c'est que la loi SCIAPA est conçue pour protéger les mineurs en cas de cyberharcèlement. Or, Brigitte Macron, quoi qu'on pense des conclusions de mon enquête, elle n'est pas mineure. Donc, en fait, on tord l'esprit de la loi. Et ensuite, vous avez un énorme problème que j'ai déjà soulevé, qui est la sortie de la loi de la presse de 1880 et de la presse d'investigation à travers moi, même si je ne suis pas dans cette affaire, je ne suis pas dans ce procès. J'ai été entendu il y a 1 mois par la DIGOS. Mon avocat a demandé plusieurs fois si j'étais jugé, si j'étais poursuivi. Pas de son, pas d'image. Donc, mais bon, admettons la presse d'investigation, et en tout cas, à travers Zoé Sagan et Bertrand Scholler, la presse
soit satirique, soit éditorialisé, puisque Bertrand Scholler produit un contenu qui est en fait une analyse du quinquennat d'Emmanuel Macron sous un angle eschatologique. Mais enfin, ça mérite pas cyberharcèlement. Donc voilà où on en est. Donc en fait, on a un procès qui est complètement bâtard, puisque les gens se disent mais l'affaire c'est Poussard et Candace Owens. Il y a une série audiovisuelle Candace Owens, il y a un livre Devenir Brigitte. Le livre n'est pas poursuivi pour diffamation et Candace Owens, on voit des procédures. Une procédure engagée aux États-Unis qui va poser de plus en plus de problèmes. D'ailleurs, c'est ce que finit par soulever l'article du Monde. C'est-à-dire qui paye l'avocat. Alors pour l'instant, l'Élysée a dit, parce que l'avocat américain, c'est 1800 euros de l'heure. C'est Tom Claire. Oui. Millions de dollars. Donc c'est que ça pose question. L'embauche, le fait de faire appel à un cabinet de barbouzes américains pour enquêter sur Xavier Poussard et Candace Owens, on est complètement sorti de l'état de droit. Totalement. De la chaîne. Donc c'est pour ça que le jeu vaut quand même la chandelle, puisqu'en vérité, on pirate, c'est ce que j'explique, on pirate le médiatico-judiciaire. Et donc en fait, on re-rentre dans le médiatico-judiciaire par l'erreur, si on veut. Enfin, pas par l'erreur, mais par défaut. C'est-à-dire que c'est nous qui sommes poursuivis. Donc, il y a du judiciaire. Donc, il y a du médiatique. Et même si le judiciaire est aujourd'hui contre Zoé Sagan, contre Bertrand Scholler, ou a été contre Natacha Ray, et pourquoi pas contre moi, je n'ai pas de problème avec ça. Cela dit, il se trouve que, visiblement, ils veulent absolument pas me poursuivre. Voilà. C'est cette question-là à laquelle il faut répondre. D'ailleurs, aucun journaliste ne conteste mes conclusions sur le fond. L'article du Monde, c'est fascinant puisque, en fait, la reconnaissance faciale, sur laquelle j'ai été beaucoup critiqué, puisque une de mes principales preuves, c'est la reconnaissance faciale. Il se trouve que j'ai été interrogé par un très grand média italien récemment, qui n'était pas du tout hostile. Hein, c'était assez plaisant. C'était pas BFM. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est un très très gros média italien. Vous n'êtes pas sur une chaîne YouTube ou un machin. C'est l'équivalent de Tout le monde en parle à l'époque en France, ou vraiment c'est un très gros média. Là, les questions c'était la photo de Brigitte Macron à maillot de bain, tiens, autant il n'y a pas grand chose en haut, autant le bas est bien garni, quoi. Autant les poursuites judiciaires des Macron s'exportent très mal, autant le dossier s'exporte très bien. Et tout ça pour dire que je leur expliquais le principe de la reconnaissance faciale, c'est-à-dire les résultats que vous obtenez sur des situations analogues. Et je leur expliquais simplement, vous prenez la photo, parce que c'est faux de dire qu'il n'y a pas de photo de Brigitte Trogneux jeune. Elles existent, les photos de Brigitte Trogneux jeune. Le problème, c'est que c'est pas Brigitte Macron. Donc, je montrais simplement les résultats et je prenais une situation analogue avec Giorgia Meloni. Donc, vous aviez un score qui signifiait une équivalence, et Giorgia Meloni, c'est bien Giorgia Meloni, il n'y a pas de problème. Après, je dis, et alors vous me répondrez que Brigitte est plus vieille, alors on va faire avec Claudia Cardinal. Alors voilà, et puis là, vous avez un résultat qui signifie une équivalence entre Claudia Cardinal à 21 ans et Claudia Cardinal à la fin de sa vie, qui vient de nous quitter. Et puis après, vous m'opposerez que Brigitte Macron a fait de la chirurgie esthétique. Donc, on va faire avec Sophia Loren, puisque Sophia Loren a fait beaucoup de chirurgie esthétique. Donc, Sophia Loren a 21 ans. Et puis, Sophia Loren, c'est bien Sophia Loren. Mais Brigitte Trogneux, c'est pas Brigitte Macron. Et vous pouvez retourner le truc à l'infini. Et donc, en fait, c'est tellement pas contesté ni contestable. Parce qu'en fait, ça voudrait dire quoi si c'était contesté? Ça voudrait dire qu'en fait, le logiciel qui est utilisé par Xi Jinping pour contrôler sa population, 1,5 milliard de Chinois. Dans le livre, je l'ai testé sur tous les autres membres de la famille Macron. Là, devant la télé italienne, j'ai testé sur 3 italiennes très connues. C'est-à-dire que je ne tromperai sur personne, sauf Brigitte Macron. Enfin, je veux dire, c'est indéfendable. Et c'est pas du tout crédible. Donc c'est pour ça que je suis pas du tout. C'est pour ça que je peux pas être poursuivi en vérité pour diffamation, c'est-à-dire à la loyale. Je peux pas être poursuivi à la loyale pour diffamation. Donc c'est pas contesté ni contestable. Et c'est pour ça que les médias, quand ils en arrivent à contester, en fait, ils sont obligés de mentir. Si vous voulez, dans l'article du Monde, oui. Quand même un article fait par un journaliste, je dirais haut de gamme, quoi. Au Monde, Olivier Faye, qui est plutôt un type qui est journaliste de l'extrême droite, etc., mais qui, disons, a le temps de travailler, fait les grandes pages enquête dans le supplément du week-end. Enfin, vous voyez, c'est pas un type au desk qui retravaille des dépêches AFP, quoi. C'est un journaliste coté. Il fait une biographie de Marie-France Garot. Et quand il donc pour
quand il en arrive sur la reconnaissance faciale, il dit oui, il a analysé les photos qui prouveraient que les photos de Brigitte Trogneux sont fausses. Pourquoi tu mens? Elles sont pas fausses. C'est que Brigitte Trogneux, c'est pas Brigitte Macron. Donc si Brigitte Trogneux, c'est pas Brigitte Macron, c'est qu'il y a usurpation d'identité. Et c'est quand même très problématique qu'un journaliste qui établit que le CV de Brigitte Macron est basé sur une usurpation d'identité et sur un détournement de mineurs, qui est un livre qui est numéro 1 sur Amazon, aux États-Unis et en France, qui est un best-seller Amazon, hein, et avec une série de Devenir Brigitte, qui est numéro 1 sur Spotify aux États-Unis, qui est le top podcast de l'année 2025, à tel point que Huchon et Mendès France reconnaissent que c'est un buzz jamais vu dans l'histoire d'Internet. Et ça, donc, détournement de mineurs, usurpation d'identité, c'est pas poursuivi pour diffamation. Alors que ça devrait quand même être assez simple de prouver que c'est faux et de me faire condamner pour diffamation. Mais non, puisque la diffamation, c'était 3 mois après la sortie du livre, et puis c'était Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Hein, j'ai rien vu venir. Et donc, du coup, le journaliste de BFM explique que je fais profil bas en filmant la fin de l'interview. Je dis c'est bon, on en a assez. Pourquoi je dis c'est bon, on en a assez? Parce que ça faisait 2h30 qu'on était en train d'enregistrer. Ouais. Hein, ça faisait 2h30 qu'on enregistrait où je lui racontais toute l'affaire. D'ailleurs, il y avait des moments, enfin, je pourrais diffuser le contre-filmage parce que, en fait, il y a des moments où il se marre. Le fond de l'affaire, c'est que c'est aussi une affaire qui est très drôle et que, en fait, on a un peu les rieurs de notre côté. Et le type, tout journaliste à BFM qu'il est, voilà, il va pas tirer la tronche pendant 2h30 parce qu'il interviewe des poussards. Donc, il y a des moments où, en plus, il se marre à mes vannes, etc. Donc, je pourrais diffuser, mais je ne vais pas le faire parce que ça n'a pas grand intérêt. Mais en fait, voilà. Donc, en fait, mes conclusions ne sont absolument jamais contestées. Et donc, du coup, on se retrouve aujourd'hui avec ce procès bâtard du cyberharcèlement. Et ce que je dis, c'est que les Macron, en fait, par leur stratégie, et aux États-Unis et en France, en fait, se sont mis dans un champ de mine. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont voulu éteindre l'incendie et ils n'ont jamais réussi à l'éteindre, mais ils ont placé des mines à peu près partout. Et quand l'incendie, quand en fait le dossier, puisque le dossier va émerger, puisque si vous voulez, c'est infini. Parce qu'aujourd'hui, là, vous avez de la presse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même eu 2 fois le Figaro, Le Monde, BFM TV, IR, RTL, enfin, vous avez tous les médias au niveau français et au niveau mondial. Et au niveau mondial, où les gens ne comprennent pas. Puisqu'en Italie, la loi sur le cyberharcèlement, c'est pour les mineurs. C'est pour les collégiens sur les réseaux sociaux avec les parents qui portent plainte en vertu de la responsabilité des parents, des mineurs, etc. Si vous voulez, il n'y a pas de cyberharcèlement pour une vieille dame ou un vieux monsieur âgé de 72 ou 80 ans. Enfin, c'est ridicule. Vous voyez, donc toute la presse internationale regarde ça. Alors les Français sont encore un petit peu pétrifiés. Là, c'est en train de se dégeler un peu au niveau médiatique. Mais ça n'arrêtera pas, puisque là, vous avez ce procès. Ensuite, ce procès, donc aujourd'hui, c'est les audiences. Puis après, il y a le jugement. Puis entre-temps, il y a le procès américain. Puis ceci, puis cela. Puis entre-temps, il y aura certainement un épisode du style La gifle d'Hanoï. Voilà, parce qu'en fait, il y a toujours quelque chose. Parce qu'en fait, il n'y a rien qui va. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas combien de livres Xavier Poussard a vendu. Le problème, c'est Alain Minc. C'est Alain Minc qui dit, dans l'Express, il y a 2 semaines, Alain Minc dit... Alors, c'est pour s'exonérer de ses responsabilités. Hein. Il dit, mais... probablement, oui. Voilà, le problème de la situation politique actuelle, c'est la psychologie d'Emmanuel Macron. Alors, on a envie de lui dire, mais alors, Alain Minc, en 2016, tu nous expliquais que c'était un génie. Alors, il rajoutait, c'est un génie parce qu'il a une mentalité de pute. Alors, c'est spécial, c'est-à-dire que le type était génial parce qu'il avait une mentalité de pute, donc de gigolo, quoi. En fait, c'est un gigolo. Donc, en fait, on a un vieux monsieur, madame, plus un gigolo. Enfin, c'est quoi le package qu'on nous a vendu? Parce que Macron, c'est un concept, en fait. C'est les deux, hein, qui ont empapaouté le tout Paris avec un numéro de duettiste charmeur, comme l'a raconté Françoise Desgois, qui était conseillère de Ségolène Royal et qui a vraiment celle qui a mieux décrit ça. Donc, en fait, on nous a vendu que c'était génial. Parce qu'en fait, l'idée, c'était qu'il pouvait empapaouter Donald Trump, qu'il pouvait empapaouter Poutine, qu'il pouvait empapaouter Xi Jinping, qu'il pouvait empapaouter Modi, qu'il pouvait empapaouter... parce que, en fait, dans la caste en France, on s'imagine que la réaction d'un Modi, c'est la même réaction que Jean-Pierre Jouyet. On s'imagine que les réflexes humains de Xi Jinping, hein,
sont les mêmes réflexes que Serge Wimbert ou Peter Brabeck. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une déconnexion complète des élites françaises avec ce qu'est la réalité du monde. Donc, en fait, ils ont pensé que ce couple qui avait charmé des vieux bureaucrates parisiens pouvait, à l'international, prospérer de la même façon. Oui, c'est ça. On se rend compte qu'en fait, ça marche pas du tout et qu'en fait, c'est désastreux. Parce que, en fait, le résultat final, c'est l'affaire Jean-Michel Trogneux. Pourquoi ça marche? Parce que Trump s'est dit, attends, c'est quoi ce truc? Poutine s'est dit, mais c'est qui ces gens? Erdogan, pareil. En fait, les scènes d'humiliation, on les a dirigeants après dirigeants quand même. C'est vrai. Et donc, en fait, c'est tellement plus tenable que Minc, à la fin, qui se dit, putain, ça va me retomber dessus, finit par balancer dans l'Express, oui, Macron, c'est le pire président de la République, et toute la situation vient de sa psychologie. Ah bah, merci de cet aveu. Et c'est le même mec qui se vantait, il y a 10 ans, de l'avoir recruté chez Rothschild, et sans parler d'Atali, qui doit aujourd'hui s'en mordre les doigts, puisque, en fait, comme à chaque fois, c'est toujours ce numéro de charme. Après, on coupe les ponts. Et donc, en fait, les types sont des amoureux déçus. Donc ensuite, ils se mettent à cracher leur venin en ayant un peu honte. Donc c'est pareil avec Attali qui s'est vanté d'avoir fabriqué Macron. Macron ne répond plus au téléphone à Attali depuis des lustres. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, ça pose problème. Et donc en fait, il faut regarder. Alors on pourrait, ce serait l'idée d'être assis au bord de l'Oued et de regarder passer le cadavre de ses ennemis. Sauf que bon, ça c'est une image et qu'en vérité, on est quand même obligé d'être un peu au charbon pour répondre à la presse, pouvoir poursuivre quelques pistes dans l'enquête, organiser d'éventuels rebonds. Et puis, parce qu'en fait, si vous voulez, quand vous menez une opération comme l'affaire Brigitte, vous avez le plan, la stratégie. C'est quelque chose, mais si vous voulez, c'est comme à la guerre. C'est-à-dire que vous avez le plan, la stratégie. Donc ça, en fait, c'est en fait la différence entre la théorie et la pratique. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle la conduite de l'opération. En fait, là, vous avez un monde. C'est ce qui fait la différence entre un joueur de foot et un commentateur sportif, quoi. Soit vous faites du commentaire, vous êtes dans le plan, dans la stratégie, soit vous êtes dans l'opérationnel. Et donc, en fait, il y a ce qu'on appelle la conduite de l'opération. C'est-à-dire qu'au début, vous relayez Natacha Ray, puis ensuite vient dans l'affaire une journaliste de l'Obs qui vient pour écrire un livre que c'est une fake news, ensuite, etc. Vous trouvez des alliés, etc. Puis les alliances se font, se défont, mais bon, l'opération, elle avance quand même. Et donc, pour l'instant, au niveau de la conduite de l'opération, on a des résultats plutôt positifs. Et voilà. Et puis, faut pas prendre. Vous voyez, par exemple, le fait que sur BFM, le sujet mettait en apparence pas favorable, c'est pas du tout une défaite, si vous voulez. Ça fait partie de la conduite de l'opération avec des mauvais moments à passer. C'est-à-dire quand vous répondez à France Inter, quand vous répondez à BFM, même j'ai fait faire un portrait par Society, qui est un journal plutôt lié au Parti Socialiste, de bobos hipsters liés au Parti Socialiste. Enfin, si vous voulez, bon, je m'attends pas à un résultat, on va dire que vous avez poussé à génial, il doit avoir le prix Pulitzer, etc. Mais bon, vous limitez la casse parce que le journaliste qui le fait, c'est un copain de lycée. Donc, professionnellement, il sait qu'il doit me cracher dessus, mais bon, comme c'est un copain de lycée, on limite la casse. C'est ça la casse. Voilà, c'est ça la conduite c'est ce que j'appelle la conduite de l'opération. Donc aujourd'hui, on a ce procès qui est en train de virer à la foire d'Empoigne, puisqu'en fait, Juan Branco, pour une raison que j'ignore, a annoncé que je viendrais. Alors aujourd'hui, voilà. Alors Enoki ayant vu que je venais, parce que c'est sûr que je vais aller me mettre dans la gueule du loup. Alors la question, d'ailleurs, je tiens à répondre à ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas est-ce que je réponds à mes convocations ou pas. C'est-à-dire que moi, je veux bien la jouer loyale. Si on a des questions à me poser, là, j'ai répondu à la convocation de la DIGOS dans le cadre d'une commission rogatoire internationale pour répondre aux questions, pour savoir si j'avais fait du cyberharcèlement, ce à quoi j'ai répondu très simplement que moi, j'ai fait une enquête qui a été publiée sur papier, donc fait les documents, puis sur papier sur Amazon. Donc, il n'y a pas de cyber. Et ensuite, alors, les questions étaient hallucinantes. Des flics italiens. C'est-à-dire qu'on m'a demandé si j'avais conscience de faire monter le climat de transphobie. Alors, ce à quoi j'ai répondu, il n'y a pas une journée sans qu'on ouvre un journal et qu'on nous parle des trans. Je dis à telle enseigne
que cette année, un des plus gros succès au cinéma, c'est un film qui s'appelle Conclave, qui raconte l'élection d'un pape trans. C'est-à-dire que ça va encore plus loin que moi. Puis on va pas me faire le coup, oui, la fiction et la réalité. On sait très bien que la fiction et la réalité sont corrélées et on peut dater très précis. La preuve, c'est qu'on peut pratiquement dater au mois près un film de science-fiction. Il n'y a rien de plus daté qu'un film de science-fiction. On dit surtout sur l'époque à laquelle il a été tourné. Donc en fait, le Conclave, qui raconte l'élection d'un pape trans, toute la presse s'est pâmée. On a été sommé de se pâmer devant ce film qui racontait. Mais alors moi, mon livre, si vous voulez, vous avez 1200 commentaires élogieux sur Amazon. Il n'y a pas un journaliste qui est capable d'écrire bon bah quand même c'est bien écrit. Il y a un travail journalistique. Enfin, ils peuvent pas. Si vous voulez. Alors après, vous éprouvez ce qu'ont dû ressentir toute leur vie des gens comme Jean-Marie Bigard ou Michel Sardou. C'est-à-dire que vous n'aurez jamais les 4T dans Télérama, mais bon, vous avez l'adhésion du public, quoi. Vous voyez, c'est comme les vrais films populaires, quoi. C'est-à-dire, d'ailleurs, par exemple, un film comme Les Tontons Flingueurs, aujourd'hui, tout le monde reconnaît que Les Tontons Flingueurs est un chef-d'œuvre, mais il y a 25 ans, Les Tontons Flingueurs étaient présentés par la presse de gauche comme un film pétainiste, un nanar pétainiste, de la même façon que Amélie Poulain. En fait, la grande presse, des fois, raccroche le wagon. Par exemple, il faut se rappeler que quand Amélie Poulain est sortie, aujourd'hui, Amélie Poulain, c'est considéré comme un classique. Mais quand c'est sorti, il faut se rappeler que Serge Kaganski, dans le Libé, a écrit que c'était un film d'extrême droite pétainiste. Vous voyez, et puis finalement, bon, comme il y a eu une adhésion du public, on a fini par admettre que c'était un bon film, et puis c'est devenu un classique. Donc, si vous voulez, vous avez aussi ce truc-là. Mais bon, voilà, c'est-à-dire que par principe, les médias sont en retard, puisqu'ils se réveillent maintenant, alors que l'affaire a quand même commencé en 2021. Par principe, ils se trompent dès le début. C'est ce qu'on voit avec Antoine Rouget dans le sujet de BFM. Et puis voilà, et donc suite au prochain épisode avec on va suivre le procès aujourd'hui, puisque comme l'Élysée, comme Enoki, l'avocat de Brigitte Macron, a pensé que je venais, il a annoncé la venue de Tiffaine Ozière. C'est ça. Donc qui est, je le rappelle, la petite copine de Cyril Hanouna, qui est donc devenue le gendre par alliance, parce que en fait c'est bizarre, parce que Macron considère Tiffaine comme sa fille, ses enfants, parce qu'en fait Macron serait grand-père. Enfin, en plus, c'est-à-dire quand on m'accuse moi de quand on lit le livre, on me dit ah oui des fois la famille Ozière, la famille Trognon, on y comprend rien. Enfin, je veux dire c'est pas de mon fait. C'est quand même eux qui ont embrouillé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui Cyril Hanouna c'est le gendre de Macron. Enfin, on est sérieux là dans ce qu'on raconte. C'est vraiment, on vit dans une blague. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas, non mais c'est vrai qu'il faut pas s'angoisser. C'est-à-dire qu'il y a le côté, c'est pareil avec le remaniement, avec le cornu qui débarque le gouvernement le dimanche, enfin qui forme le gouvernement le dimanche, qui démissionne le lundi à 10h. On a toute la semaine de psychodrame politique où en plus on voit les états-majors politiques évoluer sur la question de la dissolution parce qu'il faut garder leur place. C'est-à-dire qu'ils savent que s'ils vont devant les électeurs, ils perdent leur boulot et ils n'en retrouveront pas. Donc du coup, ils en sont à supplier le gouvernement de rester. Et donc on reforme le gouvernement, le cornu, en fin de semaine. Enfin, je veux dire, on est dans une blague intégrale. C'est pour ça qu'il faut pas s'angoisser, si on veut, même si après il y a des réalités économiques qui là sont pour le coup tragiques, c'est des fermetures d'entreprises, les agriculteurs qui se suicident, c'est-à-dire qu'en fait on est dans une situation tragique, mais enfin tragicomique quoi, quelque part. Et en tout cas, c'est pour ça qu'il faut analyser, pour rien attendre. En fait, ce qui est compliqué pour les Français, c'est que les Français ont pris l'habitude d'attendre quelque chose de l'État. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, quand on est en Italie, ou si vous êtes au Liban, par exemple, dans des pays comme ça où vous êtes plus habitué à avoir un État faible, les gens n'attendent rien de l'État. Oui. Et si ça se passe bien, ça se passe bien, mais si ça se passe mal, bon, bah, on fera sans. Et en fait, le problème, c'est qu'en France, vous avez un État qui fonctionne comme la mafia. C'est-à-dire quand il est à la fois protecteur et menaçant. Et encore, c'est paradoxal parce que si vous prenez des États où vous avez des mafias, c'est que vous êtes sur des situations d'homogénéité ethnique.
C'est ça le principe de la mafia. La mafia est corrélée à l'homogénéité ethnique. C'est-à-dire, c'est le Japon ou c'est la Sicile. C'est-à-dire qu'en fait, la mafia vous dit, c'est très simple, quand vous allez en Sicile, on vous dit, vous avez des bandes de types qui arrivent et qui vous disent, bon, on garde ta voiture et on te la garde pendant que tu fais la visite de tel site touristique. Puis bon, alors, faut filer 5 ou 20 euros en cash. Puis il est évident que si on dit non, mais t'inquiète pas, je vais me garer tout seul, bon, on retrouve la voiture complètement ruinée, quoi. C'est le principe de la mafia. Et en fait, en France, vous avez les Aster, c'est un État qui vous raquette. Vous pouvez pas rouler sur la route, mais en même temps, qui assure pas la protection. C'est-à-dire que vous pouvez vous faire dépouiller, vous faites cambrioler. On est arrivé à un niveau où aujourd'hui, si vous voulez, il y a 20 ou 30 ans, le type qui subissait l'insécurité, c'était le blanc qui était resté dans le 93. Là, en fait, les 20 ans, les 20 ans des émeutes de 2005 avec toute la presse qui nous rappelle Zia et Debouna, sans rappeler qu'il y a quand même 4 Français de souche, ou pas de souche d'ailleurs, puisqu'il me semble qu'il y a un Français d'origine maghrébine qui se font massacrer par des voyous, dont un qui avait eu le malheur de se trimballer avec un appareil photo, un autre qui a brûlé en essayant d'éviter un incendie, etc. Donc en fait, vous êtes sur des situations, donc ça c'était il y a 20 ans, c'était pour les Blancs qui étaient restés dans le 93, mais aujourd'hui, régulièrement, vous apprenez dans le Parisien que Bernard Tapie s'était fait, la famille de Bernard Tapie s'était fait homejacker, que Ruth Elkrief s'est fait cambrioler, que un tel. Donc en fait, aujourd'hui, on est dans une situation, c'est Kim Kardashian ou des princes arabes qui se font braquer entre Roissy et Paris. Donc en fait, vous êtes sur une situation qui mixe, qui en fait la France s'apprête à vivre, ce qu'a vécu la Russie dans les années 90, c'est-à-dire un effondrement démographique et baisse du niveau de vie et criminalité endémique, mais avec, parce qu'en fait en Russie vous avez quand même si c'est un État multinational, mais disons que les nationalités sont géographiquement séparées, avec la situation brésilienne, c'est-à-dire le crime généré par le multiethnique et le métissage. Donc vous allez vivre en France dans les 10 ans à venir. Oui, la juxtaposition de ces deux calamités. La juxtaposition de la situation russe des années 90 et de l'insécurité de type brésilienne avec des quartiers, puisque comme aujourd'hui, comme je dis, même les stars du show business ne peuvent plus à Paris aller. En même temps, il faut quand même sanctuariser Paris, hein, c'est Émilie de Paris, etc. Donc, vous allez avoir des zones intégralement sécurisées sur le modèle, comme vous pouvez s'attendre à un dôme de fer au-dessus de Paris, avec des checkpoints, etc. Des maisons avec des barbelés, comme au Brésil, c'est ce qu'on voit déjà avec la villa Montmorency, où vivent tout un tas de oligarques, politiques, etc. Donc on va aller vers cette situation-là. Donc aussi, c'est pour ça que le peuple français est quand même démoralisé, je pense, par la répression des gilets jaunes. Il y a quand même, et en fait, c'est pour ça que, vous avez quand même, c'est pour ça que intervient l'affaire Jean-Michel Trogneux. Et en fait, les gens, consciemment ou inconsciemment, d'ailleurs, ce que j'expliquais aux journalistes de BFM, qui disaient, mais vous pensez que les gens y croient? Et je lui dis, le type, il a pas le temps de lire, de se renseigner. En fait, déjà d'instinct, il sent que de toute façon, ça va pas chez eux. Il y a quelque chose qui va pas. Il sent que ça pue. Ensuite, il peut juger. C'est-à-dire que les gens jugent, quand même. C'est assez simple de juger. Et ensuite, il comprend qu'en fait, il n'y a que ça qui les emmerde. Il comprend pas qu'il n'y a que ça qui les emmerde. Donc, en fait, il s'est déjà fait crever les yeux au moment des gilets jaunes. Il se dit, bon, là, finalement, pour un gain supérieur, on va retweeter. Puisque visiblement, ça les emmerde. Et donc, du coup, on organise le cyberharcèlement. Ça veut dire qu'en fait, si vous passez en dehors du circuit médiatico-judiciaire, vous n'êtes pas un spectateur de médias ni un journaliste citoyen, vous êtes un cyberharceleur. C'est ce qui s'est passé avec Booba au niveau de Magali Berda. C'est-à-dire que Magali Berda est une personnalité très sulfureuse qui s'occupe des influenceurs à Dubaï et qui se trouve être proche des Macron, puisqu'au bout d'un moment, les Macron
ont voulu passer par une stratégie d'influenceurs avec McFly et Carlito. Il faut savoir, soit Internet, c'est que des fake news, soit on répond plus aux journalistes parce qu'on veut s'appuyer sur les influenceurs. Alors McFly et Carlito, pour ça dit toute la France, il faut quand même situer que le Carlito, c'est le fils de Guy Carlier. Guy Carlier qui était devenu humoriste chez Marc-Olivier Fogiel, parce qu'on nous a vendu Guy Carlier à toutes les sauces il y a 25 ans, pour ceux qui se rappellent. Guy Carlier qui avait été recruté comme humoriste parce qu'il était le comptable de Bernard-Henri Lévy à la Bécob. Il est marrant le comptable, on va en faire un humoriste. Donc c'était devenu Guy Carlier. Et à la génération d'après, on se tape le fils de Guy Carlier avec une casquette fluo sur la tête, en train d'interroger Macron en faisant des blagues débiles, quoi. Enfin, c'est horrible. Donc voilà. Donc en fait là, nous, c'est le cyberharcèlement, mais par contre, il fallait passer par McFly et Carlito. Et donc, et tout ça pour dire que c'est pour ça que moi, je réponds donc aux convocations qu'on m'adresse, mais je refuse. C'est pour ça que je n'irai pas à ce procès qui est un traquenard, y compris comme témoin. Je pourrais éventuellement, si on me le demande, intervenir en visio, mais il est hors de question que j'aille au tribunal judiciaire de Paris. Et il est hors de question que j'aille à Paris pour la raison simple. Il veut pas répondre à la justice, comme le dit Dupond-Moretti, c'est que je refuse votre distorsion, votre système qui consiste en fait à ouvrir des enquêtes de façon arbitraire pour ensuite placer les gens sous contrôle judiciaire sous prétexte qu'ils vivent à l'étranger et qu'ils pourraient fuir. Parce qu'effectivement, je vis à l'étranger, puisque j'expliquais cette situation en France actuelle qui est ce vers quoi on se dirige, c'est-à-dire en fait cette situation qui va devenir invivable. Et en fait, des Français vont fuir massivement, comme il y a eu des Russes blancs, comme des tas de gens ont fui, comme il y a eu des Libanais qui ont fui à partir de 1975. Vous voyez, c'est ça, c'est vers ça qu'on va, en fait. Donc moi, je me suis installé à l'étranger puisque pour construire une famille, je ne me voyais pas de construire une famille en France, mais je ne vais pas répondre à des convocations en France puisqu'on va dire, oui, il vit à l'étranger, donc il y a un risque de fuite, donc on le place sous contrôle judiciaire avec obligation d'aller au commissariat toutes les semaines ou tous les 15 jours, et donc être placé de fait assigné à domicile, puisqu'en fait, et d'ailleurs, l'assignation à domicile qui était jusque-là l'apanage des dictatures. Dans quel pays on place les opposants en assignation à domicile? C'est dans les dictatures. Donc c'est pour ça que je réponds aux questions de la justice. Je veux bien être poursuivi pour diffamation. D'ailleurs, si je suis poursuivi pour diffamation, je suis pas obligé de me présenter au tribunal. Je peux être représenté par mon avocat. J'ai tué personne, etc., etc. Donc voilà où on en est. Donc voilà où on en est, mais il faut voir qu'il y a des personnes quand même qui sont accusées, qui risquent jusqu'à 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende. Et on a l'impression quand même qu'on a affaire à des lampistes. Non, mais là, c'est même pas des lampistes. C'est-à-dire que c'est scandaleux. Je me répète parce que j'ai déjà expliqué ça, mais faut pouvoir répéter pour expliquer, parce que la presse ne l'explique pas. Donc si je l'explique pas, personne l'expliquera. Bien sûr. C'est-à-dire que techniquement, Brigitte Macron a fait un caprice quand il y a eu un énième buzz, mais qui était un buzz qui était de son fait. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez donc, d'abord, c'était la stratégie qui est tombée à l'eau. Ça s'inscrivait là-dedans, et en jouant sur un buzz qui était le buzz de la photo en maillot de bain à Brégançon. C'est très simple, ils ont fait construire une piscine pour pas qu'il y ait de paparazzi. Donc pourquoi est-ce qu'ils vont dans l'eau s'il y a quelque chose à cacher? Enfin, passons, tout ça n'a aucun sens, c'est très très pénible. Donc évidemment, la photo buzz, parce que tout le monde voit que dans le maillot de bain, en haut il y a rien, mais en bas c'est bien garni, comme on dit les Italiens. Voilà. Donc ça buzz. Donc elle fait un caprice, le commissaire divisionnaire est convoqué à l'Élysée. Tu peux pas aller au commissariat porter plainte comme tout le monde. Non, il faut convoquer le commissaire à l'Élysée. Et donc en fait, comme c'est un cyberharcèlement en meute, alors ça devait être par instigation pour moi, et finalement ça a été requalifié en meute et il n'est plus question d'instigation. Qui semble que même moi je suis plus dans la charrette du tout. Donc en fait, c'est n'importe quoi. Et donc en fait, on prend 10 internautes au hasard. Qu'on retweeté
l'habit à Brigitte dans le maillot de bain pour dire que c'est du cyberharcèlement. Et en fait, à ce moment-là, il faut quand même comprendre que ça, c'est piloté par Patrice Faure, le directeur de cabinet de la présidence de la République, que ces gens sont placés sous surveillance. Comment on place des gens sous surveillance? C'est très simple. Vous avez donc là, ça c'est de la pédagogie pour ceux qui veulent échapper au Great Reset. Vous avez deux choses pour vous retracer. Vous avez votre téléphone portable qui est un mouchard, que vous activiez la position ou pas, par le téléphone borne. Hein, vous avez votre téléphone portable, donc si vous voulez pas être retracé, il n'y a pas de téléphone portable. Et puis, votre carte de crédit, où à chaque fois que vous payez, donc en fait, et l'idée principale étant effectivement ceux qui payent avec leur téléphone portable. Donc là, eux, bon, voilà. C'est pour ça qu'on veut supprimer l'argent liquide et c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir accès aux apps sans arrêt. Vous pouvez plus vivre sans les apps. En fait, c'est pas pour le plaisir d'avoir des apps et de vous vendre le dernier iPhone. C'est qu'en fait, c'est quand même le génie du système, c'est qu'ils vous vendent le mouchard. C'est-à-dire que vous auriez montré ça aux gars qui ont créé la Tchéka à Beria, ou vous auriez montré ça à Beria, ou à Orwell, vous dites, bah, vous voyez, en fait, là où ce que tu n'avais pas pensé, c'est que le mouchard, on va leur vendre et ils seront contents. Ils feront la queue devant la boutique Apple pour acheter la dernière version du mouchard. Et là, Beria, il dirait, mais c'est des génies. C'est ça qui est génial, en fait, dans le système. C'est ça qui est génial. Donc, en fait, ensuite, on place les gens sous surveillance. Donc, on place tous les moyens de l'État sont mobilisés. Alors, vous avez moi, j'ai 1200 pages d'enquête. Donc, vous avez un tel, alors, c'est Monsieur Nobody, hein, a été, il a payé un Big Mac. Ensuite, il a acheté un paquet de Marlboro rouge à 300 mètres de son domicile. Donc, en fait, on les espionne comme s'il y avait quelque chose, quoi. Alors, le type, il a juste retweeté la bite à Brigitte à l'apéro, quoi, hein, c'est tout. Le type est placé sous surveillance et on va le cueillir à 6 heures du matin, un matin de décembre, après l'avoir surveillé, donc septembre, octobre, novembre, 3 mois de surveillance, on le cueille le matin et on lui demande est-ce que vous connaissez Xavier Poussard, machin, on va lui poser des questions absurdes. Et donc ces gens-là sont aujourd'hui jugés. Donc, donc on est dans le n'importe quoi et ce qui est dramatique, alors là il y a toute la presse qui est venue. Et ce qui est dramatique, c'est que la presse est même pas capable de comprendre que c'est le fameux poème qu'on nous apprenait pour lutter contre le nazisme, tu sais, quand ils ont arrêté les communistes, tu n'as rien dit, tu n'étais pas communiste. Ils sont venus te chercher, il n'y avait plus personne pour te défendre. Oui. Aujourd'hui, parce qu'en plus c'est scandaleux, hein, il y a un invalide à 80%. C'est-à-dire que tu n'as rien dit quand c'était eux, mais demain, tu feras un article dans le Canard enchaîné qui va buzzer sur X et tu seras condamné pour cyberharcèlement. Hein, et là, c'est du pénal. C'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc, c'est à ça qu'il faut bien réfléchir. Ça, c'est des vrais enjeux. C'est des vrais enjeux de civilisation sur lesquels on est. Et la presse, au lieu de faire les malins, d'osciller entre faire les malins et les lâches, les faux malins et les vrais lâches, vous feriez bien de vous réveiller parce que demain, ce sera vous. On peut peut-être, avant de conclure, se poser la question du résultat de ce procès en première instance. On a l'impression qu'il y a très peu de choses, sans parler des médias étrangers qui doivent voir ça de façon complètement hallucinée en se disant mais on traîne ces pauvres gens pour des comptes X de soi-disant un cyberharcèlement où ils ont 150 abonnés. Non mais si vous voulez, on est dans le n'importe quoi, c'est pareil. Il suffit quand vous allez sur la BBC en disant on va prouver que Brigitte Macron, on va apporter des preuves scientifiques que Brigitte Macron est une femme. Oui. Et qu'on pense que ça va faire taire une rumeur ou impressionner les gens. Enfin, c'est comme quand Macron a nié 50 fois avant la présidentielle de 2017 être homosexuel. Enfin, si vous voulez, vous êtes dans le n'importe quoi. Mais ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est que en fait, vous avez une mise sous contrôle de la France par l'intermédiaire de la promotion de dirigeants de plus en plus mauvais, c'est-à-dire en post-De Gaulle, c'est-à-dire passer de De Gaulle à Pompidou, qui fait la loi qui permet l'endettement, puis de Pompidou, mais il reste encore le côté pas forcément atlantiste, puis vous passez à Giscard, puis de Giscard à Mitterrand, puis de Mitterrand à Chirac, etc., puis vous vous effondrez, en fait. En fait, vous vous effondrez. En fait, vous avez un effondrement, et en fait, c'est un effondrement qui devient hors de contrôle.
Parce qu'au début, pourquoi vous promouvez Macron? Parce que vous êtes sur une stratégie de pillage de la France. Mais en fait, ce pillage de la France, au bout d'un moment, il se retourne. Alors, parce que il y a l'affaire Alstom. Donc, en fait, il y a le gros pilleur et le petit pilleur. Donc, en fait, Macron, il est des deux côtés. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est le discours de Marseille, où il adore Marseille parce qu'il y a les Comoriens, les Sénégalais, les Algériens, les Tunisiens. C'est vrai que Marseille, je veux dire, c'est génial, Marseille. C'est là, comme disait l'autre, là, le chanteur, c'est la cosmopolitanie. Ça fait rêver Marseille. Voilà. Donc en fait, vous êtes sur le n'importe quoi en bas. En fait, si vous voulez, c'est ça qui est fascinant. D'ailleurs, c'est une conversation que j'ai eue avec un cadre de la grande distribution et qui a participé au COMEX d'un géant français de la grande distribution. Et il est ressorti de cette réunion qu'au niveau de la grande distribution ferait sur les 15 prochaines années ses marges sur 3 rayons. Je vais vous les donner parce que là, c'est de la vraie prospective. C'est le rayon chips, le rayon bière et le rayon halal. Ouais. En fait, quand vous avez compris ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans du tiers-monde carmondisé. C'est la carmondisation du tiers-monde ou la tiers-mondisation du quart-monde. La tiers-mondisation du quart-monde, carmondisation du tiers-monde. Parce qu'il y a le tiers-monde, puis il y a le quart-monde. C'est-à-dire le quart-monde, c'est le clochard à l'ancienne, Bébert, avec sa bouteille de rouge. Mais là, il est tiers-mondisé. C'est-à-dire que maintenant, il a l'accent du maghrébin de banlieue et il est converti et il mange à l'âne. Et en fait, c'est Jean Portmanov. C'est l'affaire Jean Portmanov. On voit cette espèce d'équipe hybride, immigrés, français de souche, etc., mais qui sont même pas arabisés. C'est-à-dire c'est la tiers-mondisation du quart-monde et la quart-mondisation du tiers-monde. Et ça donne perspective de croissance pour la grande distribution en France sur les 15 prochaines années, le rayon bière, le rayon chips, le rayon halal. Voilà. Et c'est ça. Et avec, je vous dis, la situation qui va être explosive, puisque non seulement vous avez, les Russes, ils ont eu, d'ailleurs, quand il y a eu l'effondrement de la Russie dans les années 90, vous avez eu la Tchétchénie. Donc vous avez la question de l'islam qui se greffe par-dessus, islam qui avait été manipulé par les Américains et les Occidentaux dans le cas de la Tchétchénie, mais vous avez quand même l'interethnique et l'interreligieux qui se greffent dessus, et puis l'interracial, comme au Brésil, et avec tiers-mondisation du quart-monde et quart-mondisation du tiers-monde. Bière, chips, halal, voilà le programme. Et donc, en fait, c'est devenu complètement hors de contrôle. Et après, alors là, pour avoir la note d'espoir, c'est quand même souvent dans l'histoire de France, c'est que souvent dans l'histoire de France, c'est au moment où on croit que tout est perdu qu'il y a une sorte de renaissance. C'est-à-dire que on a Charles VI, la France est complètement démembrée, la Bourgogne, les Anglais, etc. Puis arrive Jeanne d'Arc et alors je ne voudrais pas faire du Paul Reynaud qui disait je crois en la France parce que je crois au miracle, mais bon, on peut aussi voir des pays qui étaient complètement en voie d'effondrement. Je signale que l'Espagne en 1492 sortait de X siècles de domination musulmane. Il y a eu la Reconquista et ensuite on a eu ce qu'on a appelé à partir de 1492 le siècle d'or espagnol. Donc ça peut aussi être c'est le bon coup de talon et pour monter à la surface. Donc en fait il faut quand même garder l'espoir, mais avoir quand même conscience de la situation dans laquelle on est. Et tous les médias français sont là pour vous faire croire que finalement tout est normal. Une chape de plomb, moi je suis en Italie, je regarde donc l'actualité française depuis l'étranger. Si vous voulez, par exemple, des flics qui se font lyncher parce qu'ils sont intervenus sur une histoire de vol de trottinette à Roubaix. Enfin, si vous voulez, c'est pas parce que c'est tous les jours que vous êtes censé penser que c'est normal, quoi. Vous voyez ? Et vous voyez, toi, là encore une fois, on est sur la tiers-mondisation du quart-monde et la quart-mondisation du tiers-monde. C'est un vol de trottinette électrique. Roubaix. Enfin, bière, chips, halal. Tu vois, bière, chips, halal. Tu vois ? Et c'est à ça qu'il faut, c'est à ça qu'on doit échapper. Et c'est pour retrouver notre pays, quoi, qu'il faut combattre, tout simplement. Oui.
et qu'il faut se mobiliser, être intelligent, pas commettre d'erreurs. Oui, Pas commettre d'erreurs, être patient. La patience, c'est très important, la patience. absolument. La stratégie, et puis ce que j'appelais justement la conduite des opérations. Et là, par exemple, pour ça que je ne vais pas dans ce procès pour me mettre dans la gueule du loup, tout en répondant à mes convocations. J'ai pas de problème, j'ai rien à cacher. En répondant aux médias, puisqu'on a aussi, du coup, Moretti m'avait reproché de ne pas répondre à mes convocations, liées aux médias mainstream. J'ai répondu à France Inter, j'ai répondu au Monde, j'ai répondu aux Nouvelles Obs, j'ai répondu à BFM TV, j'ai répondu à une commission rogatoire internationale pour incitation à la haine à raison de la religion, je ne sais quoi. J'ai répondu à une commission rogatoire pour cyberharcèlement par instigation. Voilà, je réponds à tout. Je suis droit dans mes bottes. J'ai une enquête dont les conclusions n'ont jamais été démenties et qui s'appelle, je le rappelle, Devenir Brigitte. Devenir Brigitte. Si vous voulez savoir où on en est et par qui on est gouverné, parce qu'il y a aussi toute la question des réseaux pédophiles, quand même, qui est avec des gens, là c'est pareil. Je parlais du médiatico-judiciaire, quid de Jack Lang, quid de Jean-Marc Borrello, quid de Cohn-Bendit. Enfin, je veux dire, ces gens-là trouvent toujours. Alors que la preuve, la reine de la preuve, c'est ce qu'on appelle l'aveu. Hein, quand Cohn-Bendit dit oui, les gamins qui vous caressent la braguette, etc., et que dans la presse allemande, les types qui étaient avec lui à l'époque vous disent mais c'était pas qu'une provocation. Je veux dire, la preuve, c'est la reine de la preuve, c'est l'aveu. Là, on a l'aveu. Est-ce que Cohn-Bendit fait l'objet de poursuites quelconques? Non, jamais. Donc voilà, faut aussi être un citoyen adulte, comprendre ce que c'est que le médiatico-judiciaire, comprendre comment ça fonctionne, comment fonctionne la machine qui vous broie. Si vous comprenez pas comment fonctionne la machine qui vous broie, vous ne pouvez pas vous échapper. Vous ne pouvez pas déjouer et faire dérailler la machine. Faire dérailler la machine qui vous broie, c'est d'abord la comprendre. Voilà, et c'est ça le message qu'il faut passer aujourd'hui et échapper à l'écume des jours, ne pas se noyer dans l'écume des jours et avoir une vision à 360 degrés et avec du recul. Voilà. Très bien, merci Xavier. Peut-être l'actualité, il y a la lettre de Xavier Poussard qui part ou qui est... Qui a commencé à arriver chez les gens. Donc voilà, donc elle a commencé à arriver le premier numéro avec en fait ces problèmes j'avais sous-estimé ça, de logistique quand on relance un titre tout simplement, parce que vous avez des problèmes de couleur par exemple. Alors je maîtrise pas tout le vocabulaire, pantone, quadrille, etc. Vous avez des problèmes de police. Tout simplement, au bout d'un moment, on avait fait la lettre, puis alors, il y a des problèmes de police. Vous avez des polices américaines, vous ne retrouvez pas les guillemets, vous ne trouvez pas les exposants. Enfin, vous avez des tas de problèmes qui se posent. Donc, comment vous créez une maquette, un magazine, etc. Au-delà même du contenu, puisqu'elle limite le contenu, etc. Puis ensuite, il y a toutes les questions administratives de l'ordre de l'ISSN, etc. Mais là, donc la lettre a été envoyée la semaine dernière et elle a commencé à arriver chez les gens. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours. On va mettre dans les prochaines heures ou dans les prochains jours en place une adresse mail sur mon site internet xavierpoussard.com et sur mon compte X @xavierpoussard dans l'intitulé du compte X qui s'appellera info@xavierpoussard.com qui permettra en fait d'avoir un lien direct avec les lecteurs puisque l'idée de la lettre aussi c'est que justement on puisse faire remonter de l'information et que tout le monde puisse participer, faire remonter de l'information, que en fait ce soit un journal libre dans l'idée que je me suis toujours fait d'ailleurs du journalisme, c'est-à-dire à la fois ce que je faisais avec Emmanuel Ratier, pour ceux qui ont connu le travail de Ratier, c'est-à-dire à la fois, alors on peut c'est des objectifs qu'on vise, mais viser à la fois l'excellence et en même temps la liberté éditoriale absolue. Liberté éditoriale absolue, je veux dire au niveau du rapport des faits, hein, parce que c'est pas liberté éditoriale pour faire des mots, hein, c'est liberté éditoriale parce que des fois vous tombez sur un fait, est-ce que vous rapportez ce fait ou est-ce que vous ne le rapportez pas? Vous voyez, par exemple, moi, c'est l'enjeu de devenir Brigitte. C'est-à-dire que factuellement, moi, j'ai vu une réalité. Et est-ce que je la rapporte avec toutes les emmerdes que ça va rapporter ou est-ce que je m'en lave les mains? Parce que c'est quand même souvent plus confortable de s'en laver les mains.
et d'être sur une clientèle captive, etc. Et de décider de ne pas avoir d'emmerde. Moi, j'ai quand même choisi la stratégie de l'emmerdement maximum, qui est aussi C'est sûr. voilà, mais c'est la stratégie, c'est aussi la liberté. C'est-à-dire qu'en fait, la liberté, c'est des emmerdes. Donc voilà, donc c'est un journal qui est totalement libre. Je suis très content du rendu de la maquette, des polices, des couleurs, du contenu, puisqu'on dit souvent que la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Là, pour le coup, je suis vraiment content du mag qu'on a réalisé. Donc, j'invite nos premiers abonnés que je remercie, qui m'ont fait confiance, qui ont attendu ce lancement de cette lettre dans des conditions qui sont ce qu'elles sont. N'aie pas hésité à nous faire des retours, à faire des retours sur les réseaux sociaux et puis à faire évoluer aussi ce magazine que je conçois comme étant un magazine qui sera le vôtre en matière d'information. Par exemple, on ouvre des pistes dans le premier numéro, on ouvre des pistes sur la mort d'Olivier Marleix, hein, donc vraiment une piste sur la mort d'Olivier Marleix, parce que c'est bien gentil de dire le suicide, il n'est pas convaincant, mais alors comment ça s'est passé? Et donc on ouvre une piste sur la mort d'Olivier Marleix, on raconte les coulisses de la reconnaissance de la Palestine à l'ONU et comment Emmanuel Macron a rassuré certains milieux. Enfin, vous avez beaucoup de révélations. Vous avez le Club Le Siècle avec des biographies exclusives, les dessous du rachat en cours du Parisien par Vincent Bolloré, puisque Bernard Arnault est en train de vendre le Parisien à Vincent Bolloré, et puis des rubriques avec beaucoup de petites brèves, des petites infos clés, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, voilà, les biographies des nouveaux membres du Club Le Siècle. Vous avez cette piste ouverte et qui me semble très importante sur le décès d'Olivier Marleix. Et puis un tas de petites infos. Donc, j'invite tout simplement nos premiers abonnés à nous faire des retours aussi par rapport à la maquette, par rapport au logo, par rapport aux rubriques. Et je remercie d'ailleurs tous les gens qui m'ont suivi, c'est-à-dire mon relecteur, parce qu'en fait j'ai un fact-checker qui vérifie tous les faits. J'ai un fact-checker, j'ai un relecteur, une relectrice spécialiste de l'orthographe, hein, qui a été formée par l'ancien correcteur du Monde. Donc, ce qui fait que c'est un journal qui vise le zéro faute d'orthographe, ce qui dans l'époque actuelle est quand même quelque chose d'assez rare. Il y a une équipe avec un graphiste. Je remercie mon graphiste, je remercie mon maquettiste et je remercie aussi mon traducteur, parce que j'ai un traducteur professionnel. L'idée étant d'éviter des traductions par IA, l'IA étant un support, en fait, c'est un assistant, et d'éviter en fait d'avoir des traductions approximatives du tout venant. Ce qui fait la différence d'un professionnel aujourd'hui et un amateur, c'est justement ces équipes qui permettent de tout fact-checker, d'avoir zéro faute d'orthographe, d'avoir des traductions qui soient de bonne qualité. Et c'est toutes ces équipes-là qui m'ont suivi depuis 10 ans, et certains depuis l'époque d'Emmanuel Aratier, la plupart d'ailleurs, Oui. sans compter le réseau d'informateurs qui vit. Hein, certains viennent de l'époque Ratier, puis d'autres sont venus après. Donc en fait, c'est tout un écosystème. Hein, je suis pas seul du tout. Hein, c'est vraiment bien tout un sûr. écosystème. Et c'est tous ces gens. Important de le dire. Voilà, c'est tous ces gens qui travaillent, mais que je préfère maintenir aussi l'anonymat quelque part, mais c'est tout cet écosystème de gens qui travaillent avec moi au quotidien que je tiens à remercier ce matin. Et puis évidemment le public pour le soutien populaire qu'on reçoit et qui nous permettent aussi de tenir, puisqu'on est sur un dossier qui est en frontal, si on veut, avec le pouvoir, et puis qui a pris des proportions internationales, puisque Macron en a parlé à la Maison-Blanche avec Trump, en mettant ça dans la balance avec les négociations avec l'Ukraine. Enfin, on voit qu'on est complètement passé dans quelque chose qui relève presque du James Bond, quoi. C'est-à-dire, on ne sait pas comment ce sera traité dans le futur, mais voilà. Donc en fait, on est un peu comme dans le tambour de la machine à laver, et c'est important ce soutien populaire qui nous permet de tenir.
Ouais, c'est évident. On a besoin de ce soutien. Vous avez besoin de ce soutien, comme de cet écosystème. C'est important de le rappeler, en effet, que quand on mène ce type d'enquête, quand on fait ce type de livre, on ne le fait pas seul, même si on est très exposé personnellement. D'ailleurs, aussi bien vis-à-vis de l'État, du pouvoir, que du public, qui ne voit qu'une personne. Et pourtant, derrière, évidemment, il y a des équipes. Et ça, on ne le dit jamais assez. Et vous avez raison, je pense, Xavier, de le rappeler aujourd'hui. Ouais. Tout à fait. Très bien. Eh bien, vous m'entendez? On a l'impression que ça se fige en cette fin de... Non. On est en conclusion, c'est ça? Voilà. Vous avez entendu ce que je vous ai dit? Oui, tout à fait. Bah, écoutez, il y a aussi des médias comme GPTV qui aussi prennent le relais et qui nous permettent à nous aussi d'avoir des canaux d'expression qui permettent aussi une présence, parce que je crois que Mike est souvent présent sur le terrain à travers ses territoires, et ce qui permet aussi aux gens d'avoir des relais là au tribunal, qu'on est vraiment des écosystèmes médiatiques qui se créent et qui permettent effectivement de délivrer un message sans filtre, contrairement à ce qui peut se faire sur BFM, où en fait le truc de BFM, c'était d'accréditer le narratif de Moretti. En fait, l'idée, c'est de me faire passer pour un type. Alors en fait, le type ment, c'est-à-dire que c'est tellement du mensonge qu'au bout d'un moment, vous finissez par prendre au jeu du mensonge. Le type de combien de bouquins vous avez vendu, vous lui dites de quoi acheter un Dacia Duster. C'est évident que vous faites un best-seller aux États-Unis, vous gagnez un tout petit peu plus d'argent que de quoi acheter un Dacia Duster. Mais ça passe, puisque de toute façon, si vous voulez, au niveau de BFM, si vous voulez, c'est quand au niveau de la tête, c'est une phrase de Lénine, quoi. Quand au niveau de la tête, on ne veut plus et qu'au niveau des jambes, on ne peut plus. C'est ça la révolution. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que je dis, le type de BFM, il dit oui avec la tête, il dit non avec le cœur. Donc même le type qui est chargé de la propagande d'Emmanuel Macron, il se dit tiens, je vais leur faire une petite quenelle et on va mettre sur les réseaux sociaux l'idée que dans les impôts, Brigitte s'appelle Jean-Michel, même si c'est faux. Et ça va peser internationalement. Donc en fait, vous êtes même à un niveau où la propagande s'auto-sabote et où le régime n'est plus capable de produire comme propagande que la publicité de ses propres scandales. Et donc, c'est l'effondrement et c'est à nous d'assurer la continuité, non pas seulement de l'État, de la République, mais la continuité de la France. Et c'est l'enjeu de ces prochains mois et de ces prochaines années. Merci beaucoup Xavier Poussard d'avoir participé à ce long entretien, presque 1h30 d'échange. C'était un plaisir et c'était surtout plein d'à propos puisque le procès a lieu justement en correctionnel. J'aurai ce midi d'ailleurs Mike Borowski qui était, comme vous venez de le dire, sur le terrain et au tribunal hier après-midi et qui pourra nous témoigner à 12h30 dans l'actu de GPTV de ce procès. Donc on en saura plus aussi précisément sur le procès ce midi. Merci beaucoup Xavier, un grand merci. Bonne journée à vous et puis à très bientôt sur GP, j'espère. Merci beaucoup.